Dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, le procès se poursuivit du 14 au 29 août 2023 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. En l'espace de 3 semaines, la Chambre de première instance 5, composée du juge-président Bertram Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Chang Woo-Chang, a entendu les dépositions de 3 témoins appelés par l'accusation. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Séléka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Les 73e témoins de l'accusation sous les pseudonymes P2050 s'est présenté devant la Chambre le 14 août 2023 et a déposé sur la situation à Bangui en 2013 et 2014, notamment dans le quartier Boirabe, PK5 et Subut. Il a aussi parlé de la présence présumée des anti-Balaka dans la ville et leur destruction de maisons et de magasins appartenant aux musulmans. L'essentiel de sa déposition s'est déroulé à huis clos. Le 74e témoin du bureau du procureur, M. Ndouba Hugues Ghislain, a déposé en qualité de technicien radio. Lorsqu'interrogé d'abord par Maître Manochitra Patraban du bureau du procureur, les témoins a confirmé qu'il occupait plusieurs postes au sein de Move, une société de réseau de télécommunications mobiles basée en République centrafricaine. Il a expliqué comment les enregistrements de données d'appel sont générés sur le réseau. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous mentionnez que dès qu'un abonné passe un appel et que qu'il y a réponse à l'appel, il y a un relevé d'appel téléphonique, un CDR qui est déclenché. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en termes simples comment se passe ce processus? Oui, le processus des CDR, comme le nom l'indique, c'est le processus par lequel le réseau mobile, au niveau de sa plateforme centrale, enregistre toutes les actions qu'un numéro donné opère sur le réseau. Donc, dans ce processus, tout ce qui est fait par le détenteur d'une carte SIM ou bien ce que fait le carte SIM sur le réseau est enregistré dans ce fichier de données qui permet après de pouvoir facturer ou bien de tracer l'utilisation des numéros à nos usages commerciaux. Maître Guillaume Suzuki a contre-interrogé le témoin pour le compte de la défense de M. Alfred Yekatom. Le témoin a parlé de l'aspect technique des téléphones mobiles ou cellulaires et a expliqué la manière dont ils fonctionnent via le réseau. J'aimerais maintenant parler des paramètres ou des facteurs qui peuvent avoir une influence sur la couverture. Vous en avez déjà un peu parlé, un peu plus tôt, mais j'aimerais que nous en parlions peut-être un peu plus de façon détaillée. Dans votre déclaration de témoin, la portée des antennes relais peut aller jusqu'à 20 km, mais elle change en fonction du relief et des conditions climatiques. Pourriez-vous expliquer au juge de la Chambre comment est-ce que le relief peut avoir une incidence sur la couverture? L'incidence du relief sur la couverture est que s'il se trouve qu'en face de cette antenne, dans la direction où l'antenne émet, il y a par exemple une colline, cette colline constitue une barrière naturelle à la propagation du signal. Donc, en fonction de la hauteur de cet obstacle, les gens qui se trouveraient derrière cette colline, c'est-à-dire que cette colline qui s'interpose entre l'antenne et les personnes qui sont derrière, mais ceux qui sont derrière ne pourront pas avoir le signal ou bien ne l'auront pas de bonne qualité. C'est en cela que le relief influe sur le signal. M. Ndouba a ensuite été interrogé par le juge président de la Chambre de première instance 5.
Mr. Witness, do you have any information? Monsieur le témoin, est-ce que vous disposez d'informations vous permettant de savoir que le 5 décembre 2013, pendant cette attaque, je suppose que vous vous souvenez de cette date précise, cela fait partie de la mémoire collective de votre pays, vous vous souviendrez certainement. Est-ce que vous avez des informations, disais-je, que ce jour-là, il y a eu un phénomène de congestion ou de saturation ou des systèmes? Non. May I ask you why you are so sure? Et puis je vous demander pourquoi vous êtes si sûr de cela, si je peux me permettre de vous poser la question. Puisque je fais partie du staff technique et dans la surveillance du réseau, nous avons une unité de permanence qui fonctionne 24 sur 24, qui supervise les ressources du réseau, leur niveau d'occupation, pour nous permettre d'alerter en cas de souci. Donc, je le dis avec certitude, le sachant. Lors du contre-interrogatoire par la défense de M. Patrice Edouard Ngaïssona, le témoin a répondu aux questions sur le processus d'extraction et d'archivage de données que la société Move collectait auprès de ses clients. Le témoin a expliqué qu'un individu du nom de M. Kopati a travaillé avec son équipe du service informatique de Move pour extraire et archiver des données générées à partir des serveurs réseau. Mr. Duba, you just mentioned that. Monsieur Ndouba, vous venez de dire que M. Kopati était à l'époque chargé de l'extraction et de la production des CDR au moyen d'un programme de décodage et il le faisait donc pour les autorités. Y avait-il une autre personne au sein de votre société qui traitait les CDR, hormis M. Kopati? Non, à ma connaissance, à cet instant-là, c'était lui qui en est responsable. Ça a été fait ainsi parce que une fois que les CDR sont décodés, c'est des informations qui sont parfaitement lisibles. Et pour des questions de garder, de préserver le secret des clients, c'est bien cela. Le 75e témoin de l'accusation, P0974, a été entendu par la Chambre du 28 au 29 août 2023. Lors de l'interrogatoire principal mené par Maître Olivia Struven, le témoin a confirmé qu'il avait rencontré des représentants du bureau du procureur en 2017 pour discuter des événements survenus au cours de la période 2012-2014. Le témoin a en outre confirmé que lui et le membre de son groupe anti-Balaka avaient pu récupérer certaines armes abandonnées par les Séléka pendant la période de crise. Donc comment est-ce que vous arriviez à obtenir justement ces munitions qui se trouvaient dans les résidences à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous arrivez à les récupérer? Quand les anti-Balaka étaient rentrés à Bangui, ils attaquaient les domiciles des musulmans, les musulmans qui étaient des Séléka. Pris de peur, les Séléka prenaient la fuite et ils abandonnaient leurs armes, ils abandonnaient leurs munitions. Et nous, on venait récupérer ces armes et ces munitions-là pour nous permettre de combattre avec. Après plusieurs passages à huis clos, Maître Milan Dimitri, conseil principal de la défense de M. Alfred Yekatom, a contre-interrogé les témoins. En audience publique, le témoin a confirmé que lorsque le Séléka était au pouvoir, il pourchassait tous les éléments de forces armées centrafricaines dites FACA. Alors, je vais d'abord revenir sur les paragraphes 44 et 45 de votre déclaration. Vous dites aux enquêteurs du bureau du procureur à l'époque qu'il était trop risqué de sortir en tant que FACA. Et au paragraphe 45, vous dites que les anciens soldats FACA avaient peur. Et la première fois que vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez parlé de persécution, que les FACA avaient peur, ils étaient persécutés par le régime Séléka. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage ce que vous vouliez dire? Merci.
À l'époque des Séléka, lors de leur prise de pouvoir, ils avaient des pratiques obscures. Et particulièrement, ils ne voulaient pas entendre des FACA. Et pour preuve, les FACA ont été dissoutes avec une nouvelle appellation armée républicaine. Donc, les FACA n'étaient plus reconnus. Toute personne qui était en uniforme des FACA, c'était un risque. Il y a beaucoup d'exemples des FACA qui ont trouvé la mort. Je crois l'avoir dit aux enquêteurs. Par exemple, un soldat qui avait été tué au lycée Boganda, un tué et le corps exposé sur la place du défilé. Ce sont là des exemples de persécution que vivaient les FACA à cette époque. Merci. Par la suite, Maître Alexander Knops, conseiller principal de la défense de M. Patrice Edouard Ngaïssona, a pris la parole pour contre-interroger les témoins. My next topic relates to the, Le sujet suivant a trait à l'organisation des anti-balaka et des FACA. Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous dites qu'à un moment donné, les FACA ont commencé à rejoindre le mouvement anti-balaka. Pouvez-vous nous dire à quel moment cela s'est produit? Quand est-ce que ce processus a commencé? Quand il y avait encore des troubles dans le pays, les FACA n'existaient presque plus. C'est ainsi que les militaires, les quelques militaires des FACA qui n'avaient rien à faire, qui étaient à la maison et qui se cachaient, se sont réunis et ont rejoint le groupe anti-Balaka pour défendre leur cause. C'est à ce moment-là que j'ai dit certains de ces FACA ont commencé à rejoindre le groupe des anti-Balaka. Mr. Wittens, were you aware of any... Monsieur le témoin, savez-vous ou saviez-vous si des ordres ou des instructions ont été donnés à ces membres des FACA qui ont choisi de rejoindre le mouvement? En d'autres termes, existait-il une coordination pour que les membres des FACA ou ces membres des FACA rejoignent le mouvement? Est-ce que cela a été coordonné? Pour autant que je sache, personne ne nous a donné de l'ordre. Parce que moi, personnellement, je suis militaire, je suis entré dans le groupe par moi-même, personnellement. Je n'ai reçu aucun ordre de quelqu'un me demandant de rejoindre ce groupe. Ces trois témoins qui ont comparu entre le 14 et le 29 août 2023 ont été le dernier témoin du bureau du procureur à être entendu par la Chambre de première instance 5. Le procès dans l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïssona s'est poursuivi le 18 septembre 2023 avec la présentation des moyens de preuve des représentants légaux des victimes.